Troisième dossier de notre conférence de pneumologie de DCEM4. De quoi va-t-on parler? Monsieur Tran, 59 ans, psychanalyste, et conduit à la consultation de médecine générale. J'insiste là-dessus et sur ce choix de parler de médecine générale par ses enfants pour une prise en charge musclée. Ce grand fumeur de cigares fuit les médecins et présente comme principal antécédent un quintuple pontage 3 ans auparavant pour un engorge d'effort compliqué d'une médiastinite à staphylocoque doré méticilline sensible. Vous disposez du compte-rendu d'hospitalisation. Depuis, aucun suivi. Aïe, aïe, aïe. Attention. Notion de diabète de type 2. Pas de sevrage tabagique. 135 kg, 1m72. Ça veut dire je calcule le BMI. Celui qui n'a pas le réflexe de calculer le BMI, c'est qu'il n'a rien compris à l'intérêt des informations. Sa femme décrit une polyurie diurne et nocturne importante, des ronflements et des pauses respiratoires la nuit. Il est tellement essoufflé qu'il a du mal à se déplacer. Pouls 61. On imagine qu'il a un bêta-bloqueur. Évidemment, il a un bêta-bloqueur, heureusement. Auscultation cardio-pulmonaire difficile, ça ne m'étonne pas, mais bon, on doit entendre un petit peu. Grande obésité, sternotomie propre, pas de lésion cutanée détectable, traitement, Taor, donc une statine, aspégique, un antiagrégant, corinitec, des thiazidiques et un IEC, un bêta-bloqueur, et effectivement, probablement un diabète de type 2, parce qu'il en a un traitement, du glucose. Quel diagnostic pneumologique faut-il suspecter? Bon, là, il y a 3 choses à évoquer. Il y a un syndrome des apnées obstructives du sommeil, un syndrome qui est rare et qui est un cousin, qui est le syndrome d'obésité, hypoventilation. Ceux que ça intéresse m'envoient un mail et je leur expliquerai ce que c'est, parce que c'est évidemment de ça dont on va parler. Et puis probablement, il va falloir qu'on envisage le diagnostic d'insuffisance respiratoire restrictive chez ce patient, puisqu'il a une dyspnée au moindre effort. Concernant la pathologie du sommeil, quel examen est nécessaire? Rappelez-en le contenu et les résultats attendus. Donc là, je ne sais pas comment vous dire que sur syndrome des apnées, hypopnées obstructives du sommeil, il y a un texte de consensus qui s'appelle un guide des bonnes pratiques. Que ce truc-là est récent et que ça n'est pas encore tombé pour une maladie fréquente, avec un enjeu de santé publique. Donc là, il faut y aller les enfants. Il faut connaître ça, mais de façon très, très précise. Donc le diagnostic, c'est une polygraphie ventilatoire. D'accord? Donc ça, c'est l'examen recommandé. L'examen de référence est différent, c'est la polygraphie du sommeil, mais ce n'est pas l'examen qui est recommandé et que j'ai, en 3 ans et demi clinica, toujours prescrit, c'est-à-dire la polygraphie ventilatoire. Donc ça mesure un flux aérien. Il faut un flux aérien pour déterminer l'index d'apnée-hypopnée, qui est un des critères diagnostiques de la maladie, qui est le nombre d'apnées et d'hypopnées constatées par heure. Il y a une définition à apnée, il y a une définition à hypopnée qui est une diminution totale ou de plus de 50% du flux aérien. Il y a un capteur de mouvement thoraco-abdominaux, c'est des sangles qui sont posées autour du thorax, une mesure de saturation, un électrocardiogramme et un capteur de position, généralement sur le sternum, parce qu'il existe des apnées qui peuvent être positionnelles, notamment quand les patients sont sur le dos. Et pour celle-là, il y a un traitement simple qui consiste à leur mettre une balle de tennis dans le dos. Comme ça, ils ne dorment plus sur le dos, ils dorment sur le côté, les apnées se corrigent. C'est assez rigolo et intéressant. Et parfois, il y a un capteur de son. Voilà, et ça c'est directement issu du collège d'enseignants de pneumologie. On ne vous demandera jamais d'interpréter ça, mais c'est pour que vous vous rendiez compte. En violet, vous avez les mouvements de flux naso-buccal. Et vous voyez bien qu'à un moment, il n'y a plus de flux, puis ça reprend. Puis ça s'arrête. Que quand le flux s'arrête, s'ensuit une désaturation en oxygène. Et que c'est bien une apnée obstructive, puisque quand il n'y a plus de flux, il n'y a plus de mouvements thoraco-abdominaux. Je trouve ça assez joli. Le diagnostic est facilement confirmé. Tu m'étonnes, c'est presque clinique et évident. Quels sont les critères de gravité de cette maladie? Autre question qu'on peut vous poser. Ça repose sur 2 éléments. La gravité de la maladie, quand on lit la conférence de consensus et le texte de recommandation SPLF, c'est l'index d'apnée-hypopnée, donc 5, 15,
30, c'est les barres. Moins de 5, il n'y a pas d'apnée du sommeil. Entre 5 et 15, c'est une apnée légère. 15 à 30, c'est une apnée de gravité moyenne. Au-delà de 30, c'est quelque chose de très grave. Et puis, autre chose, deuxième élément, c'est l'importance de la somnolence diurne. Hein, c'est un mot-clé. On n'a pas revu l'ensemble des symptômes. Ils sont un petit peu décrits dans l'énoncé. Hein. C'est des gens obèses, hyper tendus, avec un endormissement, une hypersomnolence diurne, une diminution des capacités intellectuelles, qui ronflent la nuit, qui font des apnées constatées par l'entourage. Et donc, cette hypersomnolence diurne, soit elle a peu ou pas de répercussions sur la vie sociale, c'est-à-dire qu'en gros, les gens s'endorment en lisant leurs bouquins, et à ce moment-là, c'est pas sévère. Ça devient inquiétant quand ils sont gênés, par exemple quand ils vont au cinéma ou au concert, qu'ils assistent à des réunions et qu'ils s'endorment. Et puis, effectivement, ça devient extrêmement invalidant et l'apnée est sévère quand les gens n'arrivent plus à conduire et non plus de travail. N'arrivent plus à travailler. Alors, pourquoi j'ai mis cet item-là? Parce que la conduite, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête dans une petite ampoule, hein, en termes de questions subsidiaires, voire de questions qui peuvent vraiment tomber. C'est un patient qui est conducteur de bus, un patient qui est conducteur d'objets de chantier, c'est quelqu'un qui doit être arrêté, et même d'une manière générale, quelqu'un qui décrit une hypersomnolence au volant doit avoir un conseil médical sur l'arrêt de la conduite automobile. Quel bilan complémentaire s'impose à partir du moment où le patient est en apnée du sommeil? Donc là aussi, le texte de consensus est assez clair. Donc là, on a un BMI supérieur à 30, hein, et donc ça ouvre la porte à un bilan respiratoire. C'est ce que je vous ai mis ici, index de masse corporelle supérieur à 30. Il faut faire des EFR, des gaz du sang à la charge d'un syndrome restrictif, bien évidemment, hein, mais chez lui, on pourrait tomber sur une obstruction puisque c'est un grand tabagique. Il faut faire un test de marche. Pour l'apnée du sommeil, il faut un examen ORL. Et il faut un dépistage des complications vasculaires. Ce qui est recommandé, et c'est pour ça que j'ai mis le plus de points, c'est une échographie transthoracique, un électrocardiogramme. Ça me semble être le minimum chez un patient qui a eu un quadruple pontage à orthocoronaire. Et puis, je pense que vu sa tension vu éventuellement les complications rythmiques avec une autre maladie cardiovasculaire, il est tout à fait envisageable de proposer un holter tensionnel et un holter ECG. Sur le plan métabolique, il est clairement recommandé de dépister les hypothyroïdies qui pourraient favoriser l'obésité, de faire une numération à la recherche d'une polyglobulie qui est une complication rare des apnées du sommeil, mais qui existe. Et puis je crois qu'après, dans le cadre, on va dire, d'un syndrome métabolique et d'une maladie plus globale, il faut faire une hémoglobine glyquée pour voir où il y en a du diabète, une BU pour voir s'il y a une glycosurie, un bilan lipidique pour le syndrome métabolique, le foie et le rein c'est pour le diabète. Il faut refaire le point. Quelles peuvent être les causes de la polyurie décrite? À mon sens, il y en a deux. En soi, le syndrome des apnées du sommeil peut favoriser une nictyurie. Donc ça, c'est plus de 2 mictions par nuit. Et évidemment, vous savez tous que dans les syndromes cardinaux du diabète, il y a la polydipsie. Voilà, deux bonnes raisons d'aller pisser en permanence, être diabétique et apnéiste du sommeil. Alors, la question 6. Quels sont les principes du traitement de la pathologie respiratoire? L'index d'apnée-hypopnée est rendu à 102, donc on est d'accord, c'est un syndrome des apnées du sommeil sévère, hein, sur les critères que nous avons vus tout à l'heure, plus de 30. Plus de 15, c'est un appareillage, plus de 30, c'est que c'est sévère. Et donc, deux grands volets. Premier volet, les règles hygiéno-diététiques, à ne jamais oublier. Donc, d'une manière générale, le régime hypocalorique, l'arrêt des sédatifs et de l'alcool le soir, l'arrêt, je l'avais oublié, de la conduite automobile, et puis, dans ce cas-là, puisque l'IMC est à peu près à 46 ici de mémoire, on peut peut-être discuter d'une chirurgie de l'obésité, vu la gravité et la morbidité de celle-ci sur le plan respiratoire, cardiovasculaire. Et puis le deuxième versant, celui que vous n'oubliez pas, c'est généralement la PPC. Donc les patients sont en ventilation spontanée et ils ont une pression continue qui est appliquée. En fait, on les fait respirer dans un système en pression positive, alors que d'habitude on respire plutôt pression négative à l'inspiration, retour en pression neutre à l'expiration. Et donc ça permet d'avoir une attelle pneumatique qui a l'avantage
de lever le syndrome obstructif ou le mécanisme obstructif, quel que soit l'endroit où il a lieu sur les voies aériennes supérieures. Il faut faire un minimum de 3 à 4 heures par nuit, avec en première intention une interface nasale. Et surtout, il faut éduquer le patient, réévaluer de façon précoce pour favoriser l'observance. Tout ça est vraiment extrait de la conférence de consensus, il faut vraiment bien le connaître. Quels sont les bénéfices démontrés de ce traitement? Eh bien, ils sont clairs. Il y a une diminution des apnées, des désaturations, ça c'est clair. Hein. Si vous refaites une polygraphie ventilatoire, vous devez voir votre IAH baisser. Un succès ici, ça serait d'avoir un IAH inférieur à 10 et plus de désaturation. Par conséquent, vous restaurez un sommeil de qualité et une qualité de vie, avec une baisse des symptômes d'hypersomnolence diurne, d'asthénie, de dépression, un retour de la libido, d'un meilleur rendement socio-professionnel. Le contrôle tensionnel est nettement amélioré. Ça, c'est prouvé. Et puis, il y a deux autres choses qui sont un peu mieux contrôlées avec des niveaux de preuve un peu inférieurs. Il y a moins d'hyperexcitabilité cardiaque, donc moins de troubles du rythme, moins de fibrillation, moins de mort subite. Et puis, il y a une diminution du risque athéromateux, notamment sur le plan coronaire, puisque une des autres grandes complications de la maladie, qu'a déjà probablement eu ce patient, c'est la coronaropathie et les accidents vasculaires cérébraux. Existe-t-il un lien entre la pathologie respiratoire et le diabète de type 2 de ce patient? La réponse est oui. Il y a des études qui ont montré que le syndrome d'apnée du sommeil est un facteur indépendant de développer un diabète de type 2 avec un odds ratio à 2,15 et qu'il y avait une corrélation entre l'IAH, l'index d'apnée-hypopnée, et l'insulinorésistance. Plus vous augmentez votre IAH, plus votre insulinorésistance est augmentée. Et actuellement, il y a des études où il y a un intérêt particulier entre le syndrome d'apnée du sommeil et le syndrome métabolique. Quelle mesure fondamentale est-il nécessaire de préciser aux patients? Là, je réinsiste, je réenfonce le clou, c'est l'arrêt de la conduite automobile jusqu'à amélioration de l'IAH. Attention, c'est précisé à la fois dans le texte du Collège des enseignants de pneumologie et dans le texte de recommandation de la SPLF. C'est normal, ce sont des textes qui sont issus de l'un pour le premier, et c'est marqué comme ça dans tous les bouquins, et c'est même marqué ici que tout médecin doit donner cette information. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un lien avec une maladie indemnisable, pas une maladie professionnelle, mais qu'il faut faire un arrêt de travail et discuter d'une incapacité à travailler. Concernant la médiastinite passée, puisque je vous rappelle qu'il y a eu une médiastinite antérieure, à Staphylocoque doré méties, quels antibiotiques antistaphylococciques Péros auriez-vous prescrire pour le staph? Alors, c'est de la transversalité, un peu d'antibiothérapie. Les antibiotiques qu'on aime bien donner Péros sur les staphylocoques dorés à la méticilline, sensible dans les infections profondes. Donc, ce n'est pas l'augmentin. Alors, ce n'est pas la moxicilline, parce que 80% des staphs ont une pénicillinase. L'augmentin, il y a généralement une bonne sensibilité, mais on n'a aucune idée de la diffusion du clavulanate dans les tissus profonds. Donc, ce n'est pas un très bon choix. Alors que la diffusion d'oxacilline est plutôt bonne, Péros, c'est peut-être pas idéal, mais ça se fait. L'équinolone, ça marche très très bien sur les staphs. Il faut vérifier la sensibilité, mais si c'est sensible, ça marche très bien. La clindamycine est un excellent antistaphylococcique et c'est un antibiotique qui marche sur l'inhibition protéique, donc c'est un excellent antitoxinique. Et même chose pour la rifampicine qui ne doit jamais être associée seule. Voilà les antibiotiques antistaphylococciques usuels qu'on peut utiliser sur les staphylocoques doré méties S. Et puis je vous ai mis pour votre culture que le linezolide, une nouvelle famille d'antibiotiques, le Zivoxide est un bon antibiotique qu'on peut donner Péros sur les infections à SARM. Sa seule limite d'utilisation est essentiellement la durée d'utilisation. Syndrome d'apnée du sommeil, quoi vous dire d'autre que c'est une question majeure? C'est la première qui a été disponible sur le Collège des enseignants de pneumologie en PDF. C'est une maladie extrêmement fréquente. Ce sont des patients qui sont polypathologiques, avec de l'hypertension,
du diabète, du syndrome métabolique, de la coronaropathie, des fibrillations ventriculaires et des arrêts cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des accidents de la voie publique. Je ne sais plus vous dire par où ça peut rentrer, dans tous les sens dans lesquels ça peut aller. Vraiment, il faut s'y attendre. Les mots-clés, c'est des mots en 3 lettres. BMI, polygraphie ventilatoire. On peut mettre examen par l'ORL en 3 lettres. BMI, examen par l'ORL. Polygraphie ventilatoire pour avoir un index d'apnée-hypopnée. Des règles hygiéno-diététiques. Et un traitement par PPC. Toujours 2 choses à attribuer. Attention à la conduite automobile. Je ne sais plus quoi vous dire d'autre que faites attention à ce chapitre, ça va tomber un jour.